Salut, salut. Alors si vous avez vu mes photos, vous avez vu qu'on a pris une bière avant-hier soir dans une microbrasserie qui s'appelle Tête d'Allumette à Saint-André de Kamouraska. Un endroit super sympa avec des bières incroyablement bonnes, on s'est régalé. Et en fait ce monsieur Michel là, ce Michel qui nous a pris en stop, et en fait a vécu toute son enfance dans cette maison là, qui est maintenant la brasserie, et c'était sa maison familiale. Donc voilà, c'était un hasard de la vie assez marrant. Et non seulement ça, mais ce monsieur est un vrai conteur d'histoires. C'est une tradition un peu dans sa famille de conter des histoires. Et donc il nous a raconté vraiment toute l'histoire de sa famille, l'histoire de la région. C'était passionnant. Et donc vous avez passé toute votre enfance dans cette maison-là? Oh oui, oh oui. Moi et mes 7 frères et sœurs, et puis un bout de temps, il y avait une de mes tantes, puis il y avait mon grand-père qui restait là aussi. D'accord. C'était notre terrain de jeu. Ouais. Ah, vous avez la belle vue là sur la... Oui, mais là où vous avez été campé, là, le terrain de camping en question, nous autres on appelait ça le Cap. C'était pas ouvert comme ça, c'était tout boisé. Il y avait quelques sentiers, on jouait à cachette là-dedans, puis on allait de l'autre côté du chemin, la montagne, là, les roches, là. Ouais. On appelait ça la montagne, mais c'est pas la montagne là comme nous offrent des Alpes. Bon, ben oui, c'est ça. Bon, ben nous autres, l'escalade, on regardait ça, on disait, ouais, ils se donnent bien de la misère, pourquoi ils passent pas par les coulées? Tu sais, parce que ça, vois-tu, c'était notre terre. On était cultivateurs chez nous. Puis quand mes parents ont pris la retraite, ben, ils ont gardé juste l'espace de la maison. Ils ont vendu les terrains à un Suisse qui était propriétaire du voisin. Parce que on voit qu'il y a les terrains cultivés juste devant la terrasse, là. Oui. Ça, donc c'est à lui. Oui, c'est Marie-Ève qui est la deuxième voisine, là, en allant vers le village, qui est propriétaire de ces terrains-là maintenant. Propriétaire en haut aussi, la maison de mon arrière-grand-père qui est en haut, en face du terrain de camping, là. Loin du chemin, il y a une maison, là. Ça, c'était mon arrière-grand-père qui demeurait là. Et la grange là qu'on voit à côté là, enfin je sais pas si c'est une maison. La grange rouge, ouais. La blanche. Blanche grise. Ouais, plutôt grise. Loin, près de la montagne? Ah non, juste à côté en fait. Oh, la grange rouge, ça c'était chez nous, ça c'est là qu'on jouait à Tarzan avec les cordes de la fourche à foin, là, parce qu'on avait un système pour décharger les voyages de foin avec une fourche avec un ballon, là. On jouait là-dessus, puis on se lâchait dans ce qu'on appelait des tasseries, je sais pas si ça peut. Et l'hiver, vous faisiez quoi alors? En hiver? Ouais. Ben, on bûchait un peu de bois. Ben, nous autres, les jeunes, on était toujours à l'école, mais l'hiver, c'était... Ben, les vaches sont toujours là parce que c'était de l'agriculture laitière qu'on disait. Ça fait que les vaches continuent d'en occuper. Il y a des périodes de vêlage, puis il y avait un peu de bois, mais le reste, c'était plutôt tranquille l'hiver. C'était un rythme un peu plus relax. Mais ouais, du coup, l'été, il y avait aussi tous les fruits et légumes, vous produisiez ça? Ah ben, nous, c'était une spécialité qu'on avait parce que, en plus qu'on était 8 enfants, ma mère a toujours été quelqu'un de dehors. Elle, être dans la maison, là, ça la fatiguait. Ça fait que on cultivait beaucoup de légumes, on vendait des légumes. Il y avait beaucoup de gens qui venaient chez nous en chercher, puis le samedi, on emplissait l'automobile pleine de légumes. On allait vendre ça. Par exemple, le maïs en épi, on avait 6 variétés différentes pour couvrir toute la saison, parce qu'il y a des variétés plus hâtives. Il y en a qui vont jusqu'au gelé. Ah ouais, vous aviez différentes variétés de maïs. Oui, puis l'année que ma mère a décidé qu'elle était tannée de laver la vaisselle, ben, elle a décidé qu'elle s'achetait un lave-vaisselle.
Ben, ça a été l'année d'après qu'elle l'a acheté, parce que la première année, ce qu'elle a fait, elle a acheté des fraises, des plants de fraises. Elle les a plantés, puis ça va l'année d'ensuite, avant que ça produise. Ça fait que l'année d'ensuite, elle s'est acheté un lave-vaisselle avec l'argent qu'elle a fait des fraises. Qui a sorclé, qui a ramassé les fraises? C'est nous autres. Mais c'est pas grave, on lavait pas la vaisselle. Mais c'était ça aussi. Il y avait les navets. On en cultivait parce qu'on en donnait aux vaches l'hiver. Puis là, le verger qui sert de stationnement pour la brasserie était pas dans cet état-là. C'était bien propre. Les arbres étaient en meilleure santé. Puis les pommes, on ramassait ça. On avait plusieurs poches dans la cave de la maison. On gardait les poches de pommes. Il y en avait qui étaient pour les vaches, parce qu'ils n'étaient pas très bonnes, mais les vaches raffolent de ça. Mais il y en avait d'autres qui étaient bonnes seulement qu'au mois de février aussi. Donc tout l'hiver, vous mangez que ce que vous aviez en réserve? Oh non. Ben écoute, on avait des vaches aussi. Ça fait qu'on avait aussi du bœuf. Il y a un bout de temps, on avait des porcs, on mangeait du porc. Il y avait le poulailler, on avait du poulet. Mais il y avait l'épicerie. Puis on allait quand même à l'épicerie, là. Mais c'est sûr qu'avant, les gens étaient plus autosuffisants. Il y a une période où mon père achetait le fromage cheddar à la meule de 100 livres, les grosses meules rondes dans une boîte en bois. Puis il achetait ça, puis il la coupait en deux, sur le sens de la hauteur, parce que c'était des meules sodotes, là. Puis il en vendait la moitié au magasin général du village. Puis lui, il mettait ça sur le comptoir, puis tu pouvais acheter un morceau, là. Puis l'autre moitié, ben nous autres, on mangeait ça. Ça nous prenait presque toute l'année à manger ça. Disons, ils achetaient ça comme au mois de septembre, puis ça allait jusqu'au mois de mai-juin, l'année d'ensuite, avant qu'on finisse. D'accord. Mais comme on gardait ça dans le sous-sol, dans la cave qui est en terre avec les autres légumes, il se faisait un persillage dedans que tu vois pas dans le cheddar commercial. Ça ressemblait presque à du Roquefort. Les dernières sandwichs qu'on se faisait avec ça, là, ça j'ai quand même 63 ans, mais tu sais, comme on était des ruraux, on n'avait pas l'accès aux produits d'importation comme en ville peuvent l'avoir. Puis l'histoire de ma famille, ma famille c'était des marins au départ aussi. Ça fait que on était plus portés sur les bateaux que d'autres choses. Mais vous aviez un bateau alors là-bas aussi? On avait une chaloupe sur le fleuve. Chaloupe? Tu sais, c'est une petite chaloupe en bois de 16 pieds de long. Puis mon grand-père qui était un peu infirme, qui marchait avec 2 cannes, il partait avec ça, puis il montait à Kamouraska. Tu sais, il prenait des chances un peu, mais on était un peu comme ça. Le printemps, quand les glaces cassaient, on embarquait sur les glaces avec des perches, on se promenait avec ça, puis ça faisait enrager ma mère. Mais on aurait pu se retrouver dans le golfe. Vous pêchiez alors? Oui, on a déjà aussi tendu à la pêche, là, ce qu'on appelait tendre à la pêche, pour l'anguille l'automne. Parce qu'en fait, c'est une espèce de clôture en zigzag, là. Il paraît qu'il y a beaucoup d'anguilles ici. Hein, il n'y en a plus, comparativement à ce qu'il y en avait. Ouais, mon ancêtre, le premier qui est venu ici, faisait partie du régiment de Carignan. C'était pas nécessairement un individu recommandable. Il a fini ses jours, il s'est fait tirer, en fait, dans le lit d'un mari jaloux. D'accord. Puis, donc, quand il a été démobilisé, comme tous ceux qui étaient démobilisés ici au Québec, qui héritaient d'un bout de terrain, il l'a perdu à boire. Ça fait que c'est quelqu'un d'autre qui a hérité du bout de terrain. Et puis, sa terre. Puis, il a été... quand il est mort, c'était à Montréal. Il était là, il faisait des travaux. En fait, son métier, à lui, il était tonnelier. Tonnelier. Ouais, ce qui est l'équivalent du container maintenant, là. Container marin. Mais ce qui fait que ses enfants, ses garçons sont restés près des quais. Ils ont continué le métier. Puis c'est comme ça que mes ancêtres, à partir de la 3e génération à peu près, ont toujours été proches des quais, des bateaux, été marins, fait
fabriquer des choses en bois, soit faire des bateaux, fabriquer des tonneaux. Puis ils ont tranquillement suivi le courant à partir de Québec, après ça l'île d'Orléans, après ça Saint-Denis de la bouteillerie, Saint-Denis de Kamouraska. Ah oui. Puis finalement arrivé pas loin d'où vous étiez, à Tête d'Allumette, là, il y a dans l'Anse, entre Saint-Germain et Saint-André de Kamouraska, un endroit qu'on appelle la Pointe-Sèche, où il y avait un quai. Il y avait un quai, là, puis il construisait des bateaux, puis il naviguait aussi, il allait en Europe, il faisait du commerce, puis il y avait aussi un corps-mort, un point d'ancrage au large. Dans le temps de la marine à voile, c'était bien intéressant d'avoir ça, parce que quand la marée et le vent étaient contre la direction que le bateau voulait aller, ben c'était plus intéressant de rester à l'ancre en attendant qu'il y ait la renverse de marée, parce qu'au moins il y avait celle qui te donnait une chance d'avancer. Puis pour ceux qui montaient à Québec, ben c'était une place où arrêter. Puis autre chose, comme il y avait le chantier naval qui était juste en face, au bord, ben s'il y avait quelque chose qui faisait défaut à bord, ben plutôt que de se mettre sur le corps-mort, ben, il montait au quai, puis il se faisait réparer, puis il repartait après. Ce qui a fait que tout ça a changé, c'est l'arrivée de la vapeur. 1855 à peu près. Le ciel lui aurait tombé sur la tête à ce moment-là. Oui. Puis ben, la vapeur, ça l'a amené le train jusqu'à Rivière-du-Loup, puis les bateaux à vapeur qui se promenaient sur le fleuve, qu'eux autres n'avaient pas besoin d'attendre la marée, puis qui étaient construits en acier assez souvent, ça fait que l'espèce de mini-village qu'il y avait là, où il y avait à peu près 150 personnes qui demeuraient, c'est comme dispersé. Puis il y a plusieurs de ces personnes-là, de ces familles-là qui ont été un peu partout. Il y en a qui sont trouvés aux États-Unis, il y en a qui sont trouvés au Nouveau-Brunswick. Le chemin principal de dispersion, comme c'était la voie ferrée qui les avait délogés, les avait fait perdre le métier, leur raison d'être, ben, ils ont suivi la voie ferrée. Puis la voie ferrée, ben, elle est partie vers le Nouveau-Brunswick, puis ils ont participé à la construction de la voie ferrée en question. Puis c'est pour ça que quand moi je vais voir mes clients du côté du Nouveau-Brunswick, Edmundston, Grand-Sault, Saint-Léonard, tous ceux là, eux autres, là, le moyen de transport dans ce temps-là pour les Indiens, parce qu'il y avait toujours aussi des Indiens, encore il y a à peu près 150 ans, là, ben, il y avait un portage, puis il traversait pour aller prendre le fleuve Saint-Jean, puis lui, il part du nord du Nouveau-Brunswick, puis il descend jusqu'à la baie de Fundy. Ça fait que quand je vais dans ce bout-là, ben, les noms de famille qu'il y a là, il y a des Desjardins comme moi, mais il y a les vous êtes Desjardins? Oui, c'est ça. Puis, il y a les Desjardins, les Michaud, les Nadeau, les Bélanger, les Ouellettes, ils sont toutes là, toutes les mêmes familles qu'il y avait là, puis qui sont encore à Saint-André, mais qui sont rendus là. Puis, tout ça, toute cette histoire-là me serait restée à peu près inconnue si ça avait été que à un moment donné, mon frère Georges, qui est à Montréal, qui est traducteur, puis qui s'annonce sur Internet, a reçu un message d'un monsieur, j'essaie de me rappeler son nom de famille, du Wisconsin, qui a envoyé un texte d'un de ses ancêtres, puis il a dit « Hey, mon ancêtre s'appelait Desjardins, puis il me conte une histoire qui vient du Québec, puis je t'envoie ça, là, mais es-tu capable de me dire si ça te dit quelque chose? » On fait, Georges, il regarde ça, il commence à lire ça. En fait, son ancêtre, c'était le demi-frère d'un premier mariage de mon arrière-grand-père, qui, lui, avait pris cette route-là, puis il comptait tout ça, c'est « Story of my life », tu sais, il écrit ça en anglais. Ah, il racontait toute cette histoire. Puis il a pris cette route-là, puis il s'en allait au Nouveau-Brunswick, il n'a pas trouvé à son goût, il a continué du côté des États de l'Est américain, ça marchait pas, travaillait en usine, il n'aimait pas ça, ça fait que il a ramassé ses dernières économies, il a embarqué sur un train qui s'en allait vers le Midwest, puis il s'est retrouvé au Colorado. Là, au Colorado, ben, en pleine nature, monter ses montagnes, il aimait ça, tu sais, il est resté là, puis c'est là qu'il a fondé sa famille, mais lui, c'est un descendant de ce Desjardins-là. C'est comme ça qu'on a su
qu'est-ce qui s'était passé, parce que cette histoire-là ne m'avait jamais été contée. Mais je connaissais un peu cette famille-là, puis qu'est-ce qu'ils faisaient, ces Desjardins-là, dans le temps, parce que chez mon arrière-grand-père, qui demeurait voisin, il y avait toujours des histoires qui se contaient, là, parce que mon grand-père, il était 18 dans cette famille-là. 18. Puis, ils avaient tendance à vivre vieux, il n'en reste plus de cette génération-là. Mais le plus vieux, il est mort à 106 ans. Il y en a plusieurs qui sont morts centenaires. Fait qu'il y avait des histoires qui se contaient, mais on écoutait plus ou moins. Mais il contait souvent des histoires de l'oncle un tel qui, lui, était mort noyé parce qu'il était marin. Puis, dans ce temps-là, marine à voile, c'était très risqué, là. Tu sais, il y a plusieurs qui se sont noyés. Ceux qui ne sont pas morts noyés, ils sont rares. Même... le père de mon arrière-grand-père, il est mort noyé. Et il avait comme pris sa retraite, puis il était gardien du fort de l'île Pèlerin en face de Saint-André, puis il est venu le coup de vent, à un moment donné, il traversait cette petite chaloupe, il s'est noyé. Tu sais, il doit avoir encore dans 80 ans, c'était dans le genre à naviguer tard. Mon arrière-grand-père, lui, la fois qu'il a fêté son 80e anniversaire, il est allé à la première messe du matin, un dimanche, puis le reste de la famille, il est allé à la deuxième, la basse messe puis la haute messe, là, la grand-messe. Puis quand ils sont venus de la grand-messe, le grand-père et la grand-mère, ils n'étaient pas là, ils étaient partis. Ils ont été voir en arrière du cap, camping. La chaloupe n'était pas là. On dit quel bord qu'ils sont pris. Ben là, ils sont partis en chaloupe. Et les autres, ils ont été fêtés le 80e anniversaire sur l'île Pèlerin. La grand-mère assise en arrière qui tricote, puis le grand-père qui rame. Ils ont descendu avec la marée, puis ils ont été sur l'île Pèlerin, puis ils ont monté avec la marée, tu sais. Ça fait que c'est ça l'histoire. Ça va te faire du matériel. Ah oui, là. C'est bien les belles histoires comme ça. Tu vas être obligé de mettre des sous-titres. Non, on bien. Je trouve que c'est beau ce rapport que vous avez à vos ancêtres, parce que du coup vous remontez vraiment la généalogie et... Ben, c'est parce que c'est important de savoir d'où on vient. Tu sais, à une époque comme on est actuellement, avec les Américains qui nous font des menaces, qui nous mettent des surtaxes sur l'industrie forestière, il y a des villages qui ferment parce que la seule industrie, c'est Moulin-C. Puis là, après ça, tu as des commerces, des villages qui ferment parce que il n'y a plus personne qui va à l'épicerie du village, ils vont à la ville plus proche, ils achètent par Internet. Tu sais, il y a un changement de paradigme. Puis là, ben, c'est la fin du monde pour un paquet de monde. Mais quand tu regardes ça, tu te dis, eux autres, là, en 1855, là, c'était la fin du monde. Hein? Ils ne construiraient plus de bateaux, les bateaux ne viendraient plus se faire réparer. Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Fait que là, ils ont parti. Ils ont fait d'autres choses. Les Indiens, c'est une autre histoire, ça. Les Indiens qu'il y avait par chez nous, c'était des Malécites. Les Malécites, ils sont où, ces Indiens-là? Ils sont morts? Ils se sont évaporés? Ben non. Ils se sont mélangés avec les autres populations. Ils sont devenus... tu sais, parce qu'il y avait des histoires qu'on entendait quand on était petit, que le grand-père David, c'était un costaud, puis lui, le chef indien qui voulait pas qu'il aille chercher à telle place, il s'était battu avec, puis il l'avait battu. Tu sais, les histoires de même qu'on entendait d'autres. On regardait les westerns à la TV, puis on disait, bon, c'est comme ça que c'était, tu sais. Mais ces Indiens-là, ils se sont mélangés avec le monde, puis ils sont encore parmi nous, là. Ça fait que, tu sais... Mais l'arrivée de ces Blancs-là qui mettaient des clôtures, pour eux autres, c'est la fin du monde aussi. Là. Tu sais, ça fait qu'à un moment donné, le monde est en constant bouleversement. Et puis, il finit toujours par rester quelque chose au bout de la ligne. L'être humain est très, très adaptatif, sauf qu'il est dur sur son environnement. C'est ça qui arrive. Là, actuellement, là, c'est pas juste entre humains que l'histoire se joue, c'est l'environnement qui goûte. Oui. Puis, voilà. Mais il faut prendre des choses avec... faut relativiser. Ça fait que je pense que c'est bon de regarder ça. Vous autres, en Europe, vous avez des traces beaucoup plus anciennes. Vous autres, ils sont pas si anciennes que ça. Tantôt, je m'en venais entre Kamouraska et Saint-André. Il y a un endroit, là, ça s'appelle le berceau de Kamouraska. Si vous avez pris la vieille route Saint-André, là, il y a comme une petite chapelle sur le bord de la route, là. Puis
puis c'est un grand virage, là, le berceau de Kamouraska. Pourquoi ça s'appelle le berceau de Kamouraska? Nous autres, on n'en avait aucune idée quand on était jeunes. Après ça, on entendait parler que les Anglais étaient venus, ils avaient débarqué à pied, puis ils brûlaient les villages en s'en venant, puis bon, ben, là, on s'était dit, bon, c'est peut-être ça qui est arrivé, il doit y avoir un Kamouraska là, puis les Anglais ont pensé qu'ils ont brûlé ça, puis là, ils ont marqué que c'était le berceau de Kamouraska. Mais non, en creusant plus loin, les histoires, justement, de l'oncle Bernard, roi du Desjardins, Story of My Life, là, puis d'autres livres que j'ai déterrés après ça, c'est vraiment là qu'il avait commencé le village de Kamouraska. Puis mon ancêtre, il y avait une terre là, à côté du grand ruisseau, là, à cette heure, on passe là, le grand ruisseau. C'est quoi ça, ce grand ruisseau-là? Mais quand tu regardes ça, c'est un fossé, bien ordinaire, mais c'est le plus gros fossé dans ce coin-là, c'est le grand ruisseau. Bon. Il avait donné un bout de terre pour mettre l'église. Il avait construit l'église là, mais c'est glaiseux. L'église a commencé à partir. Fait qu'ils ont décidé qu'ils changeaient de place sur le village, puis ils ont dû le construire sur le cran un peu plus loin. Là. Puis là, l'église elle reste droite parce qu'elle est passée sur le rocher. Fait que c'est pour ça que ça s'appelle le berceau. Le fait d'avoir eu mon grand-père dans la maison, puis mon arrière-grand-père voisin, puis les frères de mon grand-père qui traînaient toujours un peu aux alentours. Il y en avait un qui était vieux garçon qui restait dans une petite maison au bout de la montée chez nous, puis qui n'est plus là d'ailleurs. Là. Puis il y en avait toujours qui passaient là, sur les 18, il y en avait toujours dans le bout. Là. Ça nous a quand même donné une perspective historique des choses, parce que, tu sais, on a vécu avec du vieux monde en étant jeune. Ils avaient une certaine sagesse, peut-être. Puis qui comptaient les histoires, ça les comptait les histoires. Oui, c'est la transmission, en fait. Hein. Oui, il y a une certaine oralité là, qui s'est maintenue. Moi, je parle beaucoup, là, mais c'est rien, ça. Il faudrait que vous connaîtriez ma tante Angélina, qui a 92 ans, que je vais aller voir cet été. Là. Ça aide d'avoir quelqu'un pour compter ces histoires-là. Mais j'ai déjà pensé à faire comme une espèce de site d'interprétation de l'histoire du bord de l'eau, parce qu'en réalité, il n'y a pas tant que ça de gens qui s'occupent de ça ici au Québec, là, parce que ça a été l'axe naturel de l'occupation du territoire, ça a été le bord de l'eau. La route des navigateurs, d'ailleurs. Ben, on est sur ce qui s'appelle la route des navigateurs ici, là, mais, tu sais, on s'identifie à de l'asphalte, là, on s'identifie pas à un rivage. Puis, il existe, tu sais, vis-à-vis où étaient les Desjardins à Pointe-Sèche, là, quand tu passes là, le monde, il regarde ça, puis ils disent, ah, il y a un tas de roches, là, tu sais, comme une digue de roches, tu sais, mais c'est pas une digue de roches, c'est ce qui reste du quai. Parce que le quai, c'était des cages en bois avec des cailloux dedans, puis ça se prolongeait dans le fleuve. La partie qui était dans l'eau, ben, les glaces ont charrié ça, ça paraît pas. Mais si on va sur Google Earth, on voit les restes, on voit qu'il y a de traces, on voit qu'il y a un supplément de cailloux, là, puis le bout, lui, où l'eau est plus profonde, les glaces sont moins charriées, on peut le distinguer. Puis savoir où était le corps mort, d'après moi, la partie, parce que le corps mort en question, c'était quoi? C'était une cage de bois pleine de roches qui avait été dompée là, puis qui avait une bouée accrochée au-dessus, puis les gens venaient s'accrocher à la bouée. T'sais. Ça fait que, tu sais, il y a une histoire de l'utilisation de l'eau du fleuve puis moi, je regarde la côte est américaine, ils font beaucoup d'interprétation en architecture aussi, tu sais, le type de bateau qui était utilisé, puis les Gloucester Dory, puis les Grand Banks Dory, puis toutes ces affaires-là, puis tu sais, c'était des outils de travail de tout le monde, puis il se fait beaucoup d'interprétations, il s'en fait en France aussi, le Chasse-Marée a fait ce job-là, puis ici, ça se fait pas, ça.
Puis, on pourrait faire remonter l'utilisation de ces bateaux-là, même jusqu'aux Vikings, puis aux gens des îles anglo-normandes qui venaient ici avant la période historique, parce qu'il y avait les Basques, puis il y avait les pêcheurs normands qui venaient ici dans le fleuve avant que ça soit officiel qu'il y ait des Français qui venaient occuper le territoire. Ça fait que quand mon arrière-grand-père est parti en chaloupe, en canot, eux autres ils disaient pas une chaloupe, ils disaient un canot parce que c'était un pointu des deux bouts, là. Puis il est parti pour aller fêter son 80e anniversaire sur l'île Pèlerin avec la grand-mère. Ben, ce bateau-là, ce canot-là, ça a été étudié ça par des architectes navals de Nouvelle-Angleterre, qui appellent ça le St. Lawrence Skiff. Puis, c'est un type de bateau qui est vraiment descendant des bateaux vikings, des gigs, puis les yawls, je suis pas sûr. La yawl, c'était-tu un bateau pointu des deux côtés, des deux bouts? Je pense que oui, mais en tout cas, c'est tous ces bateaux à rame et à voile à propulsion mixte, là, qui avaient différents formats. Mais là, vous allez voir dans toute sa splendeur la baie des AA. On va se faire de l'air. Wow, la baie des AA. La baie des AA. C'est cette baie-là. Là. Ouais, c'est vrai, hein? Je vous gèle un peu avec mon air climatisé. C'est parce que moi, 24 degrés, je trouve ça chaud. Moi, je suis bien à 10. Ah ouais? Ouais. Entre 10 et 15, là, je suis très bien. Je suis nu-pied dans mes sandales. Parce qu'avec le réchauffement de la planète, il y a moins en moins de glace qui vient protéger la berge. Quand il nous vient une tempête du mois de décembre avec des vents, puis qu'il n'y a plus de glace au bord pour protéger, ben l'eau, elle monte là. Puis elle brise tout. C'est pareil à Rimouski, là, le quartier Rocher-Blanc, l'hiver passé, au mois de décembre, l'eau passait à travers les maisons. Puis en 2010, il y a eu une très, très grosse tempête. Ça inondait Saint-André, au village. Ça a inondé le bout de Sainte-Luce, Sainte-Flavie, tout ça, là, à l'est de Rimouski. Il y a des maisons qui sont parties, il y a des autos qui sont partis, il y a des roulottes qui sont parties à l'eau. Et là, si vous passez là actuellement, vous allez voir des pancartes à vendre. Il y a du monde qui ont laissé des maisons là, puis là, ils les vendent. Le monde a oublié ça. Il va arriver du monde de Québec, puis de Montréal, puis d'ailleurs, qui vont arriver là, qui vont acheter ça. Yeah! Oui, belle maison, près de l'eau, maudit qu'il fait beau. Hein, hein? Par contre, ils vont être partis un bon hiver, puis ils vont se faire appeler par la municipalité, va lui dire « Hey, ta maison vient de partir à la flotte, qu'est-ce qu'on fait du terrain? » Quand c'est arrivé en 2010, il y avait un gars qui avait passé à la télé. Il disait, ben, nous autres, on ne voulait pas sortir de la maison, on restait ici, mais quand on commençait à voir l'eau passer à travers les planches du plancher, ben, on a sorti. Ben, ce qui est arrivé, c'est que l'eau arrivait, remplit le sous-sol. Puis là, à un moment donné, quand il a été plein de sable, le sous-sol, l'eau se calait, elle faisait ça en dessous. Donc là, le plancher commençait à l'ouvrir. C'est ça. Le réchauffement de la planète, c'est insidieux, ce que ça fait comme effet ici, mais ça donne ça. Ça a un autre effet bizarre que les gens ne comprennent pas trop, mais qui fait que, tu vois, on est un 13 juillet, il ne fait pas si chaud que ça, puis tout le mois de juin, là, on se tient dans les températures de 10, 12, des fois 3 pistoles, 6, 5, 4. Pourquoi? Il y a un courant froid qui descend du Labrador, par le détroit de Belle-Île, puis qui est en dessous du fleuve, tout le long, puis qui fait une résurgence vis-à-vis du Saguenay, la tête du Sac, qui est en face des Trois Pistoles. Puis, cette eau-là, froide, qui arrive du Labrador, elle se mélange avec l'eau froide, douce, qui sort du Saguenay, puis l'eau qui descend du Saint-Laurent. Puis, mettre tout ça bout à bout, ça fait des blots, du phyto, du zooplancton. C'est pour ça que les baleines sont là. Parce que j'en ai pas ça. C'est pour ça que ces baleines-là se trouvent là. Parce que c'est un mix de courant qui amène des nutriments dans l'eau. Mais ce
froid-là se renforce avec la fonte au nord. Fait qu'ici, on est de plus en plus froid l'été. C'est parfait pour moi. Mais les gens qui arrivent de Montréal, il fait froid. Puis, ça fait aussi, quand le vent est porté, ben, beaucoup de brume jusqu'à la Pocatière. Après ça se tranquillise parce que la brume, elle va pas beaucoup plus loin. Mais, tu sais, c'est des différences subtiles. On voit. Les indicateurs. Ouais. Du changement. Il n'y a pas personne qui peut dire qu'il n'y a pas vu de changement dans la nature. Tu parles à n'importe qui, là, qui est chasseur,